Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous allons chercher, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous. Vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 14. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Samuel Manret. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, Samuel, pour te présenter en quelques mots, tu fais pas mal de choses puisque tu es l'entraîneur un petit peu référence à la FFC pour le cyclisme sur piste, qui est peut-être méconnu de quelques auditeurs. Alors, discipline d'endurance. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter, d'endurance, parce qu'en piste, souvent on se rappelle, c'est vrai, du 200 mètres qui est pas mal visuel. Et voilà, les Français avaient gagné quelques médailles au JO, donc des Grégory Boger, des gens comme ça, peut-être ça parle un peu plus. Mais toi, tu es sur l'endurance, donc est-ce que tu veux déjà nous en parler brièvement de cette spécificité ? Ah ouais, complètement, ouais. Donc en fait, en cyclisme sur piste, alors c'est un peu, je fais un parallèle peut-être un peu grossier, mais c'est un peu comme l'athlétisme où il y a les sprinters et puis les coureurs de fond. Donc nous, c'est la même chose. Il y a les sprinters, donc tu parlais du 200 mètres. Alors, le 200 mètres, c'est pas une épreuve, hein, c'est juste une phase qualificative pour la vitesse. Ah oui. Mais voilà, dans les épreuves olympiques en sprint, il y a la vitesse, le kei-in et la vitesse par équipe. Et puis, en endurance, au programme des Jeux Olympiques, il y a beaucoup plus d'épreuves en réalité, mais au programme des Jeux Olympiques, il y a également 3 épreuves, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, qui vont être l'omnium, la Madison, ou également appelée américaine, et la poursuite par équipe. Donc, et avec du coup des profils de coureurs qui sont totalement différents, avec d'un côté des sprinters qui sont des purs sprinters, et puis d'un autre côté des coureurs, qui jouent plus sur des qualités aérobie et qui sont pour la plupart, voire même pour quasiment pour quasiment la globalité des coureurs, qui sont également des coureurs routiers et des coureurs routiers au plus haut niveau. Donc pour citer par exemple en France, Benjamin Thomas, qui est double champion de France de contre-la-montre, qui est professionnel depuis cette année chez Cofidis et qui avant était à la Française des Jeux, est un coureur pistard d'endurance, certainement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coureur d'omnium au monde. Mais il a été médaillé au JO cette année. Il a été médaillé en américaine avec Donovan Grondin, qui est également un jeune coureur professionnel. Donc l'américaine, c'est quand grossièrement, le coureur fait un tour, il donne le relais à l'autre, etc. Ça va très très vite. Ouais, c'est un peu ça. C'est une course au point sur une distance de 50 km pour les garçons, 30 km pour les filles. Et donc voilà, ils sont 2 coureurs. Il y a un coureur qui est en course. Pendant qu'un coureur est en course, l'autre roule plus ou moins lentement proche de la balustrade. Et dès que le coureur qui est en course arrive à la hauteur de son équipier qui est en phase de récup, il se passe le relais à la volée. En fait, ils se prennent la main et puis ils se donnent de la vitesse comme ça en se donnant la main. Et puis tous les 10 tours, il y a des sprints, 5 points, 3 points, 2 points et 1 point. Si on prend un tour sur le peloton, on prend 20 points. Enfin, c'est toute une gymnastique. C'est aussi une course sur laquelle il faut être hyper concentré, hyper vigilant sur l'évolution du tableau, du classement en live. Parce que faut savoir faire des calculs, faut savoir compter pour être bon en américaine. Oui, j'ai fait une saison de piste l'hiver pour préparer un peu la saison de route. Et c'était vachement sympa. Et par contre, l'américaine, franchement, j'ai rien compris. Aussi bien quand je participais, alors là, c'était le summum, que quand je regardais, c'était sur le. En plus, j'étais à Genève, qui est une des pistes les plus qui est petites. Très courte. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, c'était le foutoir complet, mais
J'avais bien aimé les courses à points, par contre, ouais, qui est aussi une discipline d'endurance. Également, c'est ça. Donc, toi, Samuel, tu as en charge, entre guillemets, l'élite, puisque tu as accompagné l'équipe de France à Tokyo cette année, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Aussi bien chez les dames que chez les hommes. Ouais, alors on est deux entraîneurs nationaux sur le collectif élite. Donc mon collègue c'est Steven Henry qui lui a plus une casquette de sélectionneur et moi j'ai plus la casquette d'entraîneur. Donc ça veut dire que j'ai en charge le suivi d'entraînement de, alors pas tous les coureurs hein, parce que des coureurs sont suivis par leurs entraîneurs perso ou les entraîneurs d'équipe professionnelle, Mhm. mais j'ai en charge le suivi d'entraînement de pas mal de coureurs du collectif, en particulier des filles. Et puis voilà, lui a plus cette casquette de sélectionneur. Et en revanche, quand on est sur les compétitions, on se répartit les tâches de coaching, puisqu'on n'est pas que des entraîneurs. Enfin, si on parle de la dimension physique, hein, on est aussi des coachs, donc plus sur un plan technico-tactique en compétition. Et donc en compétition, lui s'occupe des garçons et moi je m'occupe des filles. Ok. Et est-ce que tu entraînes aussi des coureurs de manière individuelle? Parce que si Non. je dis pas de bêtises, tu avais été l'entraîneur de Franck Bonamour, Ouais, de Franck Bonamour, de qu'on a vu un petit peu. Aude Bianic, Olivier Legac, voilà, Ah oui, ah oui, oui. des coureurs. Alors ça, c'est ma première partie de carrière où j'étais conseiller technique et sportif en Bretagne, CTR en Bretagne. Hmm. Et parmi les missions que j'avais, il y avait le suivi d'entraînement voilà, de certains coureurs à potentiel, donc notamment Olivier, qui a été champion du monde hein, chez les juniors. Franck, qui a lui été champion d'Europe chez les juniors. Aude Bianic, qui elle a eu un beau parcours également, notamment un parcours olympique où elle fait 12e des JO à Londres alors qu'elle a 20 ans ou 21 ans. Donc voilà, j'ai entraîné, oui, à titre individuel des coureurs. Maintenant, c'est plus mon cas. Maintenant, je travaille voilà, pour le collectif, pour l'équipe de France et j'entraîne plus de coureurs à côté. Ouais, alors c'est rigolo parce que souvent le grand public ne regarde pas hein, les championnats d'Europe et du monde junior espoir, puis après on découvre les coureurs chez les professionnels. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément cyclistes, mais bon, tout le monde a quand même regardé le Tour de France. Franck Bonamour, il a explosé cette année au Tour de France. Ouais. Et si tu vois, j'essayais en même temps de retrouver le classement de son championnat d'Europe victorieux en 2013, c'est toujours rigolo de voir qui était autour de lui. Élie Bon, Gesbert qui fait deuxième, je crois. Hein, il y avait un doublé français, il me semble, non? Je dis une bêtise? j'arrive pas à retomber. Tout le monde parle du vainqueur Franck Bonamour. Oui, Elie Gisbert, deuxième, effectivement. Ouais, deux Bretons, hein, faut à souligner quand même. T'es deux Bretons. Ouais, ouais. Elie qui est aussi un coureur professionnel, qui est à Un très bon niveau. Arkea Samsic. Peut-être qu'il a changé pour 2022, je n'ai pas regardé les transferts. Non, il est toujours cher. Ok. Samuel, alors toi, tu étais coureur cycliste et tu es passé entraîneur, alors d'abord avec ce rôle de conseiller technique régional. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton passé d'athlète en cyclisme? Tu as pratiqué. Ouais, mon passé d'athlète, je pense qu'il y a pas grand-chose à dire. Hein. C'était voilà, un parcours très, très modeste et puis une carrière, si on peut parler de carrière, hein, très courte. Mais voilà, j'ai pratiqué dans les catégories jeunes avec voilà, quelques gangs sur des courses dans les catégories jeunes, cadets, juniors. Et très vite, j'ai eu des pépins de santé qui m'ont éloigné de la compétition. Par contre, qui m'ont pas éloigné du cyclisme, parce que voilà, très vite, j'ai basculé sur une carrière Eh oui, d'éducateur, puis d'entraîneur. en 2004, tu rentres un petit peu dans le giron de la Fédération française avec ce rôle de conseiller technique régional. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire un petit peu la bascule entre le sportif et puis finalement la personne impliquée aux côtés des sportifs? Ah bah, très concrètement, quand j'étais jeune coureur et que j'ai eu la chance d'être retenu en sélection régionale en Bretagne, je voulais être ce gars là qui nous sélectionnait, qui nous encadrait. Voilà, j'ai eu envie d'être CTR. J'ai eu envie d'être CTR et donc c'est tout naturellement en fait que j'ai fait des études
de STAPS, et puis que dans un premier temps, avant de passer le concours du professorat de sport, parce qu'il faut passer le professorat de sport pour être conseiller technique et sportif, j'ai été embauché pendant un an et demi, enfin j'ai été, oui, un an et demi entraîneur éducateur employé par le comité régional de cyclisme. Et donc ça, c'était en 2004, février 2004 à août 2005. Et pendant cette même période, j'ai tenté et j'ai réussi le concours de prof de sport, ce qui m'a amené comme première nomination le poste de conseiller technique régional en Bretagne. Voilà, je sais pas si c'était une chance, mais oui, je pense maintenant avec du recul, je pense que c'était une chance d'arriver en Bretagne parce que comme on le sait tous, c'est quand même une belle région de cyclisme, et puis c'est une région dans laquelle on a des moyens pour faire du bon boulot, quoi. Ouais, puis c'est ta région aussi, donc le cœur y était. C'est ma région. Après, j'aurais pas été forcément contre bouger, mais en tout cas, professionnellement parlant, le fait d'évoluer en Bretagne, c'était plutôt positif, et les planètes se sont bien alignées, puisque quand j'étais éducateur, entraîneur au comité régional, c'est Julien Tollet qui est Ah l'actuel oui, sélectionneur des juniors au niveau national, qui était CTR. Et de Rhône-Alpes. Julien, qui est un Rhône-Alpin, avait demandé sa mutation. Il obtenait sa mutation en Rhône-Alpes, et, voilà. Et moi, en même temps, j'obtenais le concours. Donc, je suis arrivé tout naturellement en Bretagne, Allez, où j'ai passé du coup une carrière j'étais 9 années à la tête de l'équipe technique régionale en Bretagne. Eh oui, Julien Tollet, je l'avais eu en tant que CTR. Alors, il avait eu un rôle, moi je l'avais trouvé extrêmement sympathique parce qu'il avait fait le choix dans le comité Rhône-Alpes de sélectionner des VTTistes parmi les coureurs cyclistes routiers traditionnels pour essayer de mélanger un peu les deux. Alors là où il a eu du nez, c'est que par exemple, dans l'affaire, il a réussi à récupérer Romain Seigle, qui vient de faire 4 années Oui. chez Groupama FDJ. Donc, il était très, très malin, Julien, et vraiment, tu vois, je me retrouve dans ce que tu dis. Il donnait envie de faire le job qu'il faisait, c'est-à-dire c'était un très bon CTR. Un peu, tu vois, papa Exactement. poule, voilà, qui Non, prenait soin ouais, ouais. de son équipe. Oui, oui, et puis qui a une vision, voilà, qui a une très bonne vision du monde du vélo, et qui monte souvent des projets qui sont très pertinents. Et notamment, alors pour parler un peu de lui, en Bretagne, si j'ai été embauché en Bretagne en 2004, c'était parce que lui avait fait cette demande, et parce qu'il avait monté un projet qui était la création de ce qu'on appelait, je ne sais pas si on l'appelle encore, ça existe encore, mais je pense, le Club Bretagne Junior. Donc, qui était un collectif finalement qui allait au-delà d'une sélection pour participer à une Coupe de France ou à un championnat de France, qui était un collectif qu'on sélectionnait durant la période hivernale et pendant toute la saison, et qu'on réunissait sur des stages réguliers, et à qui on offrait des prestations auxquelles ils n'avaient pas accès dans leur club, parce que on sait tous que voilà, les moyens sont limités dans les clubs, hein, et les clubs reposent sur du bénévolat, sur la bonne volonté de personnes dévouées, mais voilà, il y a des fois besoin aussi d'aller chercher un peu plus loin pour faire évoluer les coureurs à un meilleur niveau. Et donc c'était le projet, et puis surtout la philosophie de son projet, c'était de se dire, pour éviter que les coureurs soient captés par des plus gros clubs juniors, et donc pour éviter de déshabiller des petits clubs qui ont quand même un mérite fort, qui est de mettre sur le vélo des gamins. Donc pour éviter de les déshabiller un peu trop tôt, et qu'ils puissent conserver un peu plus longtemps leurs meilleurs coureurs, c'était voilà, de créer cette structure régionale qui amenait des services complémentaires à ce qui pouvait être fait, des prestations complémentaires à ce qui pouvait être fait dans les clubs. Et donc voilà, donc pour en revenir à Julien, c'est lui qui a été à l'initiative de tout ça, et ce club Bretagne Junior a donné énormément de satisfaction, avec des gros résultats, parce que parmi les coureurs qui sont passés dans le club Bretagne Junior, on a cité tout à l'heure Franck et Olivier, mais il y a aussi Eddie Gesbert, Valentin Madoise, David Godu, Warren Barguil, enfin voilà, j'en passe, des meilleurs, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de coureurs à être passés par là, et voilà, c'était l'initiative de Julien, et c'était un super projet qui a donné, qui avait beaucoup de sens, et qui a donné beaucoup de résultats. D'accord. Et puis aujourd'hui, du coup, tu t'es orienté, vraiment, voilà, tu as quitté un peu le Alors, cyclisme sur route et tu es parti sur la piste.
Ouais, je suis parti sur la piste. Pourtant, en tant que coureur, j'ai pas beaucoup fait de piste. J'en faisais, mais au service de ma pratique route, parce que j'avais pas de vélodrome forcément proche de la maison, puisqu'il n'y avait pas dans mon club Ah cette oui, c'est culture compliqué piste. ça. Et par contre, quand je suis arrivé au comité régional de Bretagne, et en tant que coordonnateur de l'équipe technique régionale, ben, voilà, tu te dois de t'impliquer, de t'intéresser à toutes les disciplines du cyclisme. Et moi, j'ai été particulièrement bien accueilli par un responsable au comité régional de cyclisme, le responsable de la piste, Daniel Renard. Alors là, du coup, j'en parle avec voilà, avec un peu d'émotion parce que c'est quelqu'un qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps, quelques semaines de manière brutale et beaucoup trop jeune. Mais voilà, Daniel, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de son temps, qui a monté également beaucoup de projets pour la piste en Bretagne, qui a fait monter le niveau de la Bretagne sur piste à un niveau auquel elle avait jamais été auparavant. Et donc, lui, clairement, m'a donné goût de la discipline. J'ai beaucoup aimé bosser sur la piste parce que sur la piste, on a un rapport aux coureurs qui est pas le même que sur la route, puisqu'on est à l'entraînement, proche des coureurs, on communique toujours avec les coureurs, ce qui n'est pas toujours le cas sur la route, à part si on est sur le vélo avec les coureurs. Mais voilà, il y a un rapport qui est différent. Et voilà, j'ai été séduit par la discipline. On a connu des très bons résultats en Bretagne. Tu parlais tout à l'heure de Julien qui amenait les meilleurs vététistes sur la route. Et ben nous, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait réussi à faire, c'était d'amener les meilleurs routiers sur la piste. Et du coup, ce qui nous permettait d'avoir clairement des très bons résultats. Et voilà, je me suis fait mon expérience d'entraîneur piste au niveau régional dans un premier temps. Et ce qui m'a donné envie de candidater un peu plus tard, donc en 2014, sur un poste qui était vacant d'entraîneur national, enfin pas d'entraîneur national, mais d'entraîneur de Pôle France, donc l'entraîneur du Pôle France jeune piste endurance, qui déménageait de Talence à Bourges à l'époque. Et donc voilà, j'ai pris la tête en tant qu'entraîneur coordonnateur, j'ai pris la tête de ce pôle pendant 4 ans. Voilà, donc pendant 4 ans, j'ai été domicilié, enfin j'ai été basé à Bourges sur ce pôle qui avait pour mission de former les coureurs pour alimenter les équipes de France Élite. Et chose qui, je pense, on a plutôt pas trop mal fait, puisque aux Jeux Olympiques, dans les équipes de France piste endurance, sur les 8 titulaires de l'équipe de France, il y en avait 6, voilà, 6 qui ont été formés à Bourges. D'accord. Alors, cette spécificité sur piste, on parlait justement, donc pour sortir un petit peu du cyclisme sur route, on a eu par exemple un petit peu avant la Émeric Brunet sur d'autres podcasts, qui lui était au contact des coureurs un peu en tant que DS et entraîneur. Toi, tu les as sur le terrain, c'est-à-dire donc pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas, la piste, vous avez un anneau, l'entraîneur est au milieu, enfin, ou, bon, peut-être dans les gradins, j'en sais rien, et le coureur est sur l'anneau, il fait des sections de 10, 15, 20 minutes, il descend, il y a un dialogue, il refait une section, voilà, grossièrement, ça se passe un peu comme ça, après on peut faire un peu plus de spécifique. Et du Oui, coup, oui, oui, c'est ça. Ouais. ouais, comment tu adaptes cette charge d'entraînement qui est en fait un fractionné un peu permanent. Alors j'imagine que le coureur ne fait pas tous les jours de la piste, comme tu le disais, souvent ils sont aussi cyclistes sur route. Mais un pistard, voilà, ça va ressembler à quoi un peu ces semaines type? Il va passer combien de temps sur son vélo de piste? Alors, très peu, très très peu. Alors, enfin, il y a deux temps en fait dans leur carrière. Donc, en tout cas, nous en France, ça se passe comme ça. Il y a le temps de formation où ils sont donc au pôle France de Bourges, hein, qui est un pôle qui tourne toujours et qui alimente toujours les équipes de France. Où là, en effet, ils sont à demeure sur un pôle et ils bénéficient dans l'enceinte du Crêpes à Bourges d'un vélodrome. Donc là, en effet, la piste elle prend une part importante, surtout qu'ils sont dans un moment de leur carrière où ils ont besoin de beaucoup bosser spécifiquement pour acquérir une technique propre à la piste. Donc là, ils y passent ces 2, 3, 4 séances semaine sur la piste. Alors, ça dépend forcément des périodes dans lesquelles on se trouve, hein. Et par contre, quand ils sont élites, moi, ceux dont je m'occupe aujourd'hui, eux, on les regroupe sur des camps d'entraînement.
Donc, ils ne sont pas à demeure sur un vélodrome. Ça veut dire qu'on a des coureurs, enfin Benjamin Thomas, il habite en Italie, une Clara Copponi, elle habite en Suisse, on a des coureurs qui habitent à Grenoble, à Orléans, enfin voilà, les coureurs sont un peu éclatés sur tout le territoire. Donc ils ont, et c'est pour ça que je fonctionne avec Nolio, hein, on a une plateforme d'entraînement sur lesquelles sont planifiés les entraînements à la maison, et puis régulièrement, c'était le cas notamment encore la semaine dernière, régulièrement ils sont réunis sur des camps d'entraînement sur piste. Où là, en revanche, quand ils sont sur un camp d'entraînement, l'entraînement piste prend la majeure partie, enfin, c'est la majeure partie du temps, on la passe sur la piste. Donc voilà, alors, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je te dis, mais voilà, c'est avant tout quand même des routiers. Et comme l'aiment à nous rappeler les équipes pro, c'est les équipes qui les payent, donc ils sont payés pour faire de la route. C'est toujours un peu l'argent qui gouverne, hein. Voilà. Du coup, toi, tu es un entraîneur en fait qui fait les deux, c'est-à-dire l'entraînement à distance et en présentiel. C'est Un ça. petit peu comme, je ne sais pas, par exemple, un entraîneur de course sur route, voilà, il donne les entraînements pour la semaine, pour préparer le marathon. Puis, bah, de temps en temps, il y a des entraînements sur piste d'athlétisme. Donc, tu as un petit peu ce rôle-là. Du coup, tu le disais, tu utilises Nolio pour voir un petit peu ce que font tes coureurs quand ils ne sont pas directement sous tes yeux. Ouais. Euh, Et alors pour voir et pour planifier, hein. oui, et bien sûr, oui, pour donner la consigne en amont. Comment tu analyses un petit peu les charges d'entraînement, à la fois bah, du coup, ce que tu décides de leur envoyer et puis finalement ce qui te font comme retour? Alors clairement, la quantification de la charge, moi je suis pas très à cheval Ouais. sur En plus, sur les chiffres. en piste, Sur il y a les peut-être un peu chiffres, de musculation, c'est peut-être un peu plus ah, difficile à évaluer. ouais, il y a beaucoup de musculation. Donc enfin, il y a de la musculation. Et donc, du coup, moi, pour quantifier la charge, j'utilise enfin, principalement l'indice de Foster, donc en prenant en compte le temps passé à l'entraînement et puis le ressenti des coureurs. Parce que justement, on a des entraînements où on va avoir des capteurs de puissance, donc où là, on va pouvoir aller sur d'autres, enfin, on va pouvoir estimer la charge d'entraînement en fonction justement de la puissance développée sur la durée de l'entraînement, donc le fameux training stress score. Mais en revanche, en musculation, ça va pas coller. Et pour plein d'autres, même séances, ça va pas forcément coller parce ils ont pas des capteurs de puissance obligatoirement sur tous les vélos utilisés. Donc du coup, voilà, de manière peut-être un peu simpliste, hein, mais moi j'utilise le RPE, le temps passé à l'entraînement. Enfin, et c'est globalement ce qui guide les choix qui sont faits. Et puis également, en plus de la perception de l'effort, le ressenti des coureurs et leurs sensations, tout simplement, parce que pas oublier une chose, c'est on s'adresse à des humains voilà, qui sentent les choses, qui ressentent les choses. Donc, euh, donc voilà, moi, les indices que j'utilise, ce sont ceux-là. Ok, tu rapatries un petit peu toutes les données via la plateforme Nolio. Oui, Euh, alors, et sur la plateforme Nolio, bien sûr, ce qu'on va forcément regarder, alors pas sur toutes les séances, parce que toutes les séances, c'est pas pertinent pour toutes les séances, mais on va voir aussi obligatoirement l'évolution du profil de nos coureurs et notamment du profil de puissance record des coureurs. De la même manière, alors ça passe pas par la plateforme, pas encore en tout cas. De la même manière, en musculation, on va aussi regarder les évolutions sur les charges qu'on arrive à mobiliser sur X répétitions. Ah, du coup, tu as un petit outil supplémentaire. Tu t'es fait un petit Excel, une Ouais, voilà. application Ouais. peut-être, non? Il y en a qui ont développé leur propre. Non, c'est un Excel, c'est un document qu'on partage avec les coureurs sur lesquels ils ont les séances à réaliser et puis sur lesquels ils doivent compléter eux enfin, le contenu, les charges qu'ils ont réussi à mobiliser et puis également leur ressenti, leur RPE. Hmm. Est-ce que ça, c'est un truc que vous allez essayer de développer avec Nolio? Je sais que Alex et François sont sans arrêt dans l'optimisation de la plateforme. Peut-être ajouter un volet un petit peu complémentaire sur la partie musculation? Ouais, c'est en cours. C'est en cours. Hmm. Alors, je saurais pas dire où ils en sont actuellement, mais en tout cas, nous, c'est une volonté qu'on aura à faire remonter. Et je pense on n'est pas les seuls, puisque il y a d'autres fédérations qui travaillent avec Nolio et qui ont également émis ce même souhait. Donc voilà, c'est en cours. On n'est pas forcément pressé parce qu'on sait que
Ça peut être très long à mettre en place ce genre d'outil. Donc, et puis, voilà, moi aujourd'hui, j'ai mon petit outil artisanal qui me va bien, quoi, qui marche pour l'instant plutôt pas mal. Ouais, Alors t'es pas handicapé. ça n'empêche que du coup, pour pouvoir intégrer les séances de muscu dans la quantification globale de la charge, les séances de muscu, elles sont données dans Nolio. Il n'y a pas le contenu. Le contenu, il est sur un fichier à part. Mais par contre, elles sont bien spécifiées dans Nolio et les coureurs doivent compléter cette séance comme étant réalisée et doivent y mettre leur RPE et puis les sensations qui ont été les leurs sur la séance. Hmm. Pour que du coup, voilà, pour que sur Nolio, on ait bien une vue globale de tout ce qui a été fait à l'entraînement. Ah, j'ai pareil sur des séances de pliométrie pour la course à pied. J'ai une petite fiche PDF à côté pour que l'entraîneur puisse suivre. Alors Samuel, quelle est ton approche de l'entraînement? Puisqu'en piste, je pense qu'il y a du travail quand même très spécifique à faire par rapport en comparaison de la route, où bon, des fois, voilà, l'ancienne méthode, on bourrinait un peu et ça passe. D'autant plus que tu as des coureurs qui sont quand même d'un horizon différent. Je pense que tu en as qui viennent plus du cyclisme sur route et d'autres qui viennent plus des années jeunes, juniors sur la piste. Comment tu t'articules tout ça? Tu vas être pour certains plus sur la qualité, pour d'autres plus la quantité. Comment tu fais? Alors déjà, pour ce qui est de parler du profil des coureurs, il s'avère qu'ils ont quand même un profil assez, alors, pas tout à fait identique, mais assez similaire quand même, puisque comme je disais auparavant, ce sont pour la plupart des coureurs qui sont issus du pôle France jeune de Bourges. Donc moi, je les connais, je les entraîne depuis longtemps. Et donc, du coup, ils sont rentrés dans un moule. C'est peut-être pas la bonne formule, mais en tout cas, voilà, il y a quand même un fonctionnement et une approche qui est globalement la même pour l'ensemble des coureurs, avec de plus en plus, les différences qui se mettent en place sont liées à leur statut de cycliste professionnel sur route et donc aux attentes des équipes qui vont être différentes selon les coureurs. Donc voilà, après, pour ce qui est de l'approche globale de l'entraînement, tu parlais de bourriner sur la route. Alors, nous aussi, hein, c'est des choses qu'on a pu faire à tort. Hein, les séances sur route où on bourrine, où on est. Voilà, on oublie que ça peut être intéressant de polariser l'entraînement et qu'il y a des entraînements à très faible intensité qui doivent être faits et on regarde le compteur et on veut faire une moyenne obligatoirement au-dessus des 30. Je caricature, mais c'est quand même un peu ce C'est qui un se passe classique, sur. ça. C'est le classique, voilà. Donc on a fait. Donc par rapport à mon approche actuelle de l'entraînement, enfin qui est l'approche de la plupart des entraîneurs, hein, j'invente rien et j'innove pas du tout, c'est déjà de bien expliquer et des fois d'être obligé quand même de répéter maintes et maintes fois aux coureurs qu'ils ont intérêt à polariser leur entraînement et qu'un entraînement dit d'endurance doit être réellement un entraînement d'endurance et on ne doit pas être à bourriner à 85-90% d'FC max. Voilà, c'est aucun intérêt. Donc ça, voilà, ça c'est un des points centraux de l'entraînement, ça va être ça. Ça va être de vraiment respecter des intensités basses sur certains entraînements pour justement pas puiser et pas trop fatiguer l'organisme pour être totalement opérationnel quand à contrario, on va sur des entraînements qualitatifs à très haute intensité. Parce que, voilà, ici, en effet, et ça, c'est pas que lié à la spécificité de la piste, hein, c'est aussi la route. Hein, on a besoin de passer par des entraînements à très haute intensité si on veut être performant en compétition, que ce soit sur piste comme sur route. Et donc voilà, donc l'entraînement, il balance entre de la très haute intensité et de l'intensité faible. Et puis, on en a déjà un petit peu parlé, il y a une part importante donnée à la musculation. Et pas que pendant la période hivernale, ça c'est des erreurs Enfin des erreurs, je sais pas, je ne me permettrai pas de juger ce que font peut-être certains, mais en tout cas, moi me concernant, la muscu, c'est pas que l'hiver. La muscu, c'est toute l'année, y compris chez des cyclistes sur route. Je vois pas en fait l'intérêt d'aller développer des hauts niveaux de force pendant l'hiver pour tout perdre durant l'été, puisque c'est l'été qu'on veut performer.
et que si tout ce qu'on a développé l'hiver, on peut plus s'appuyer dessus le jour J de la compétition objectif, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc globalement, les coureurs là actuellement passent 2 à 3 séances en salle de muscu par semaine actuellement. Et puis quand on arrive dans la saison, on essaye de caler un rappel toutes les semaines ou toutes les semaines et demie, histoire de vraiment d'entretenir les niveaux de force qui ont été développés. Et donc là, on enregistre le podcast parce que bon, il va pas sortir tout de suite. Euh, En janvier, donc période hivernale pour la piste aussi. Les objectifs, ils sont quand pour les coureurs du cadre Alors fédéral? c'est une bonne question et je devrais pouvoir y répondre facilement, sauf que on a des calendriers qui changent beaucoup. Il n'y a pas longtemps, et ça durait depuis longtemps, on avait une saison hivernale sur piste. Aujourd'hui, on est passé sur une saison printanière estivale. Ça veut dire que là, cette année, en 2022, la première Coupe des Nations, sur 3 Coupes des Nations qu'il y aura, la première Coupe des Nations, elle a lieu fin avril. Ensuite, on a une Coupe des Nations au mois de mai, une Coupe des Nations au mois de juin, un championnat d'Europe au mois d'août et un championnat du monde à la maison à Saint-Quentin en Yvelines au mois d'octobre. Donc du coup, on est concrètement à cheval avec la saison route. Et oui, finalement, ça empiète. Ça empiète, mais c'est pas plus mal parce que finalement, dans un passé très proche, c'était difficile pour les coureurs d'enchaîner saison route et saison piste. On n'arrivait pas justement à se poser pour récupérer et puis à se poser pour aussi à l'entraînement reprendre, à construire des bases solides. Il fallait finalement toujours être compétitif. Toujours être compétitif pour répondre aux exigences et aux objectifs de l'équipe de France sur piste, mais aussi pour répondre aux impératifs de coureurs qui sont des professionnels sur route et qui doivent tenir leurs engagements vis-à-vis de leurs employeurs, tout simplement, quoi. Et donc ça, c'était assez compliqué. Donc aujourd'hui, le fait que ce soit à cheval, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Alors ça soulève forcément d'autres difficultés qui vont être la mise à disposition des coureurs par leurs équipes. Mais voilà, ça c'est un autre domaine. Là, on parle plus d'entraînement, mais voilà, on arrive pour l'instant à bien aménager les saisons. On arrive à communiquer de manière constructive et intelligente avec les équipes pro et avec les managers d'équipes pro pour que les coureurs puissent vivre au mieux le double projet piste et route. Ah oui, j'imagine pour la FDJ, c'est quand même. Voilà, quand on a un Benjamin Thomas, si on veut cadenasser un peu le peloton, on aimerait bien s'appuyer souvent sur lui. Et puis bon, lui, il a aussi quand même quelques médailles à aller chercher sur piste. Donc, faut réfléchir, ouais. Faut réfléchir. Faut réfléchir après. En fait, ce qui plaide en notre faveur et puis en la faveur de la piste globalement, parce que il y a des meilleurs exemples finalement encore à l'étranger, notamment chez les anglo-saxons, c'est que il y a quand même beaucoup d'exemples qui peuvent nous faire dire que la pratique piste, elle va pas du tout à l'encontre du niveau de performance sur la route, bien au contraire. Enfin, voilà, on peut citer des rouleurs tels que Juan Dennis, Philippe Ogana, des vainqueurs de Tour de France Ouais, tels Bradley Wiggins, que Geraint Geraint Thomas. Thomas. Voilà, c'est que des gars qui sont passés par un parcours de très haut niveau sur piste et qui, pour la plupart, ont été champions olympiques. Donc, Philippe Ogana, Oui, bah, il est champion olympique de poursuite par équipe. Il est monstrueux en poursuite par équipe. Et jusqu'à preuve du contraire, ça n'empêche pas de rouler très vite également sur la route. Et donc, c'est la même chose pour Benjamin. Je pense que Benjamin, il a donné entière satisfaction aux équipes pro dans lesquelles il a évolué, et y compris à des moments où on lui demandait également de performer sur la piste. Donc, ça va de pair. Et on sort un petit peu de l'entraînement à proprement parler, mais est-ce que la médiatisation de la piste n'a pas augmenté ces dernières années? J'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus sur la chaîne L'équipe et Eurosport. Est-ce que ça aide pas aussi, ça? Eh ben, là, nous, concrètement, on n'en ressent pas forcément les bénéfices parce que voilà,
y a finalement assez peu de pratiquants en piste. La pratique de la piste en compétition en France, hein, ça reste quand même franchement à la marge. Donc, il y a pas, C'est le voilà, problème du vélodrome. c'est le problème du vélodrome. Et puis, je ne sais pas si c'est que le problème du vélodrome. D'ailleurs, je vais pas là balancer des idées sur des raisons éventuelles. Mais en tout cas, voilà, le constat, il est clair, c'est que on n'a pas, voilà, il y a pas beaucoup de pistards. Il n'y a pas non plus un calendrier piste très étoffé en France. Et donc, on a du mal à faire venir les coureurs sur la piste. Ça, c'est une Hmm. réalité, hein. Concrètement, c'est une réalité. Mais voilà, peut-être que la médiatisation va faire qu'on aura de plus en plus de pratiquants, de la même manière que on peut le constater finalement dans le cyclisme féminin. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait du mal à recruter des filles pour faire du vélo. Aujourd'hui, le Aujourd'hui, il est vélo est professionnel. il est professionnel, il est très médiatisé et forcément, ça fait naître des vocations. Donc si on peut espérer la même chose sur la piste, eh ben, tant mieux. Hmm. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que le cyclisme féminin est un petit peu différent du cyclisme masculin. Donc, en général, on s'ennuie jamais quand on regarde les deux épreuves parce qu'on a toujours des aspects stratégiques qui diffèrent. Et C'est bon, vrai. pour le téléspectateur, c'est assez plaisant. Donc, tu le disais, là, vous êtes dans la phase un peu hivernale. Voilà, donc prépa physique en ce moment, 2 à 3 séances de musculation par semaine pour tes coureurs. Qu'est-ce que ça va durer jusqu'à quand cette phase et quelle place ça prend? C'est-à-dire parce qu'on est en piste, voilà, on va faire vraiment beaucoup plus d'exercices indoor. Comment tu gères cette phase d'avant compétition pour le cyclisme sur piste? Alors, cyclisme sur piste et sur route, hein. Donc, Ah oui, c'est vrai, bah oui, ils vont courir aussi sur route. ouais, et sur route, les coureurs, ils sont aussi concernés par des stages avec leurs équipes. On fait, nous également, on organise des stages sur route à la fédération. Donc là, à titre d'exemple, moi, lundi prochain, donc alors, je sais pas quand est-ce que sera diffusé le podcast, mais du coup, je vais donner la date, lundi 24 janvier. Je pars avec 3 filles du collectif olympique de poursuite, enfin de piste endurance, pardon, en stage à Font-Romeu. On y va pendant 3 semaines. Donc là, on y va dans une optique de faire de l'hypoxie parce que c'est une des grosses parties aussi de notre entraînement. En tout cas, c'est une méthode. Enfin, dans notre stratégie de performance, on explore beaucoup ce champ de l'hypoxie. Donc, on y va pendant 3 semaines. Et là, pendant les 3 semaines, il y aura clairement pas de piste, hein. Il n'y a pas de piste à Font-Romeu. Et il y aura de la route, il y aura de la muscu, et puis il y aura également des entraînements sur entraîneur un peu plus spécifiques qui seront pour certains réalisés en chambre hypoxique. Donc, donc voilà. Donc, c'est difficile en fait de répondre à ta question, et puis je crains même de l'avoir un peu oublié, mais l'entraînement, il est voilà, ils font actuellement beaucoup de route, beaucoup de volume et de la musculation. En ce moment, c'est voilà, c'est beaucoup ça. Et puis, il y a forcément aussi des phases d'intensité. Comme tout cycliste sur route, comme tout même sportif de haut niveau dans un sport d'endurance, ben, voilà, on Alors, on reste s'attache, pas à 6 mois sans travailler le cardio, quoi. voilà, on s'attache à développer, à continuer de développer sa VO2 max, donc la puissance maximale aérobique qui va avec. Enfin voilà, on joue sur tous ces facteurs, forcément, quoi. Et plus on va se rapprocher, par exemple, tu parlais de la Coupe des Nations en mai, plus on va s'en rapprocher, plus on va monter sur le vélo de piste. Ouais, alors là, cette saison, c'est une saison un peu particulière parce que forcément, on parle aussi de se projeter sur du pluriannuel, hein. Là, nous, aujourd'hui, en 2022, on est déjà focalisé sur les Jeux de 2024. Ah oui, à 2000, Paris en plus. voilà. 2022, c'est une année qui compte pas pour la qualification pour les JO. Donc, Ouais. ça veut dire concrètement que la piste, on va pas forcément y passer beaucoup de temps sur la piste. On a d'autres objectifs. Le fait que les coureurs fassent beaucoup de routes avec leurs équipes, ça nous va bien aussi, puisque dans la construction de la performance de 2024, faire beaucoup de volume sur la route cette année, ça nous paraît très cohérent. Et sur piste, voilà, sur piste, il y aura bien sûr des temps de passage. On ne va pas arriver à la fleur au fusil à Glasgow fin avril, hein. On va avoir 2 à 3 camps d'entraînement d'une semaine. Alors je dis 2 à 3 parce que ça va dépendre des coureurs, ça va dépendre de leur disponibilité de la part de leurs équipes professionnelles.
parce que voilà, parce qu'on va se retrouver à réaliser des camps d'entraînement en mars et avril à une période où Ah, et les classiques. les classiques belges comment s'enchaînent et que ce soit pour les garçons comme pour les filles. Ah, et puis Donc, c'est devenu pénible avec nos Français parce que vu qu'on a des bons leaders, il faut des bons équipiers aussi maintenant. ouais, non, mais c'est pas forcément pas forcément évident, mais voilà, nous pour cette année, il n'y a pas de souci. Après, Mm. bien sûr, quand on va arriver en 2023 et en 2024, on va être dans un premier temps dans la qualification, parce que avant de penser à performer aux Jeux de 2024, il faudra déjà s'y qualifier. Et donc là, forcément, la piste prendra un peu plus de place dans Mm. l'activité des coureurs. Et oui, parce que finalement, les JO de 2020 ayant été décalés à 2021, là, vous en sortez à peine. Donc, effectivement, une année un peu plus route avant de rentrer dans un spécifique. Donc, en fait, Ouais, du coup, tu as une vision à plusieurs années plutôt qu'à une année simple, bête et méchante. exactement, exactement. Et puis, bon, en plus, là, pour rentrer un peu plus dans ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la piste, on n'a pas, alors aujourd'hui, je parle de cette année, on n'a pas d'objectif de performance. Par contre, on continue d'avancer, on continue de travailler sur nos stratégies de performance. Et donc, du coup, on fait beaucoup de testing. On a du travail voilà, où on teste les coureurs, on teste leur profil de force-vitesse pour aller estimer la cadence optimale pour telle puissance, donc qui vont correspondre aux puissances de course, pour aller chercher les braquets optimaux pour performer. Donc ça, c'est tout un boulot qu'on fait et qui est un boulot, enfin, voilà, un boulot qui demande beaucoup de temps. Parce qu'on met des braquets, alors, les quelques spécialistes pistes qui nous écouteront peut-être verront de quoi je parle, mais on met des braquets qui sont de plus en plus gros. Donc voilà, là on a un gros Comme travail. on compte la montre. Hein. Comment on compte la monte, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que là on a passé un cap assez énorme là depuis 1 an, 2 ans. Donc sur les braquets. Donc là on est en train de beaucoup travailler là-dessus parce que je pense qu'on peut encore beaucoup gagner sur cet aspect. Je pense jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore optimisé le potentiel de nos coureurs parce que on les mettait pas forcément on leur mettait pas forcément les développements qui amenaient aux cadences optimales pour développer le plus de puissance sur la durée d'une poursuite, notamment. On a aussi un gros travail qu'on réalise en soufflerie et sur le vélodrome pour aller optimiser l'aérodynamisme des coureurs. Hein. Et ça, là, on est quand même, nous, sur une discipline où ça roule très vite Ah oui. et où, alors, pas l'unique, mais en tout cas, la majeure partie de la résistance contre laquelle on lutte, bah, c'est les frottements de l'air, quoi. Et donc, améliorer au maximum le SCX du couple homme-machine, bah, voilà, c'est une grosse priorité. Donc on a tout un tas comme ça de choses sur lesquelles on travaille actuellement. Et puis en plus, on a la chance dans le cadre de Paris 2024 d'être accompagné par des scientifiques de haut niveau qui nous aident sur toutes ces thématiques-là, d'ordre biomécanique, physiologique, physique, pour faire évoluer nos stratégies et qu'on soit, je l'espère, le plus performant possible, quoi. Donc là, ça va être la grosse priorité de cette année, ça va être d'aller sur ce champ-là. Du coup, on l'a compris, hein, le capteur de puissance, non seulement il est démocratisé, mais il est bien utilisé. Est-ce que vous prenez aussi les joujoux comme avec le cardio, voilà, la variabilité cardiaque pour prendre en compte les entraînements avec peut-être plus récemment là, le capteur de glucose Super Sapiens. Je ne sais pas si ça a intéressé quelques athlètes sur piste. Ouais, ouais. Alors, moi, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, pour le coup, on est là aussi accompagné, hein, par des gens dont c'est le métier. Mais oui, ça veut dire que Super Sapiens, tous les coureurs, ils sont passés dans l'approche des jeux. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on est tous passés justement pour élaborer des protocoles nutritionnels individuels à chaque coureur pour les jours de compète et puis l'avant-compète. Hmm. Donc voilà, donc on a travaillé et on travaille toujours avec un nutritionniste de l'INSEP. Et oui, parce Euh, que c'est très particulier la nutrition en piste. Alors, c'est pas comme sur une épreuve de 150 km route où bon, on prend des trucs dans les poches et voilà, au bout d'une demi-heure, 1 heure, on se ravitaille. Vous avez un effort à faire qui est
assez violent. Bah, en plus, on ne boit pas et on ne mange pas hein, sur la piste. On descend, il faut récupérer pour la série d'après, la qualif d'après, la manche d'après. Et en fait, ça dure toute la journée, voire Alors, même ça plusieurs peut jours. durer toute la journée. En fait, c'est très variable selon les compètes. Une américaine, c'est une manche sèche, c'est une finale, c'est 50 bornes ou 30 bornes, selon qu'on soit un garçon ou une fille. Donc là, il n'y a qu'une course. Par contre, c'est vrai que pendant la course, on ne se ravitaille pas. Donc quand vous partez pour 50 minutes, alors 50 km, c'est 50 minutes. Ça roule grosso modo à 60 km/h. Ah oui, quand même. Et ben là, en effet, on part pour 50 minutes sans aucune possibilité de ravitaillement et dans des environnements qui sont souvent très chauds. Voilà, dans un vélodrome, il fait souvent très Sec. chaud. Ça dépend. À Tokyo, c'était plutôt humide, mais Ah oui. ça dépend en fait. Ça dépend clairement de l'environnement dans lequel on se situe. Mais en tout cas, il y a une généralité qui est que il fait toujours chaud dans un vélodrome en compétition de haut niveau. Donc voilà, donc on a intérêt d'optimiser, enfin de partir avec les réservoirs pleins. Donc alors là, on parle d'hydratation aussi, mais aussi en termes de réserve en ressources énergétiques. Et donc on a tout un travail qui a été fait pour assurer l'hydratation la meilleure possible et l'apport énergétique le meilleur possible pour pouvoir gérer cet enchaînement échauffement et compétition. Et puis quand on a des compétitions telles qu'un omnium, où l'omnium c'est 4 épreuves qui vont s'enchaîner assez rapidement. Aux Jeux Olympiques, c'était 30, 40, 45 minutes entre chaque épreuve. Donc là, il y a aussi intérêt de soigner la récup sur ce plan-là alimentaire et hydrique, bien entendu. Donc voilà, donc on a bossé, en tout cas concernant, enfin voilà, tu parlais des capteurs de glycémie, on a bossé avec. Tu parlais de la VFC, de la variabilité de la fréquence cardiaque, donc on, ça nous arrive de travailler avec, notamment dans certains cas très précis. Là, je parlais tout à l'heure de déplacement en stage en altitude, donc on va aller pendant 3 semaines à Font-Romeu. Alors on sera en altitude parce que le centre est en altitude et à 1800, mais en plus les coureurs seront en chambre hypoxique. Et là, pour le coup, c'est un des outils qu'on utilise pour adapter les entraînements. Parce que en plus de l'entraînement, on y apporte un autre stress Mmh. à l'organisme et on a besoin dans des temps comme ça d'assurer une vigilance particulière sur le niveau de récupération de chacun des coureurs, l'adaptation de chacun des coureurs au stress qu'on leur impose, donc au stress multiple, hein, entraînement et hypoxie, pour justement adapter au mieux les charges de travail et puis aussi adapter, mais alors là, c'est pas moi qui le fais quand on va dans des centres comme ça, c'était aussi le cas l'année dernière quand on a été après Manon, on était suivi par Laurent Schmitt. Là, on est suivi par Nicolas Bourrel à Font-Romeu. C'est lui finalement qui assure ce suivi et puis qui va, moi, m'orienter sur les choix qui seraient les plus pertinents d'entraînement en fonction de la récupération des unes et des autres. Et avec un intérêt, parce que c'est aussi l'intérêt d'utiliser la VFC, c'est d'individualiser l'entraînement au niveau de récupération de chacune. Ah oui, en Donc altitude. on utilise et en plus de l'altitude, ouais, dans l'approche des Jeux Olympiques, moi je l'ai pas mal utilisé parce que je souhaitais que finalement l'entraînement soit au plus proche de la capacité de performance des coureurs au quotidien. Donc on utilisait beaucoup le HRV. Et là, depuis les Jeux, je ne l'ai pas du tout utilisé. On va reprendre aujourd'hui ou demain, on va reprendre en prévision du stage de la semaine prochaine. Et ensuite, toute la semaine prochaine, on fera du HRV. On en fera aussi en sortie d'hypoxie pour bien assurer une bonne assimilation des charges de travail faites en hypoxie. Ah, pour Et englober puis, le stage, quoi. voilà, c'est ça. Mais derrière, c'est. Ouais, j'ai pas envie de le systématiser parce que c'est aussi des contraintes pour les coureurs, hein. Le test allongé debout tous les matins, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident à faire. Et puis en plus, voilà, on n'a pas forcément toujours besoin de cet outil-là. Ça dépend des sollicitations qu'on va imposer aux coureurs. Donc, quand on est dans des grosses périodes de stress dues à l'entraînement ou un stress environnemental comme l'hypoxie,
on utilise le HRV, sinon on l'utilise pas. Est-ce que vous avez aussi un problème avec la météo? Tu disais à demi-mot là, que dans certaines compétitions, ça allait être plus humide que dans d'autres. Et est-ce qu'il y en a aussi, peut-être pas à si haut niveau, mais qui se déroulent en extérieur, par exemple, du côté de Hyères, dans le sud de la France? Souvent, il y a eu des championnats nationaux de disputés. Ouais, alors le vélodrome est couvert quand même. Donc, Ah oui. c'est pas une enceinte, mais la partie roulable est couverte. Donc non, nous clairement, on est très 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 peu en extérieur. Et quand on est en extérieur et qu'il pleut, eh ben on reporte. Voilà. Globalement, c'est ça. On roule pas sur le mouillé. Oui, parce Sur piste, ça roule pas sur le mouillé. que c'est vrai que contrairement à un coureur cycliste uniquement sur route, vous n'avez aucun intérêt à développer une espèce. Voilà, il faut qu'il soit bon quand il pleut, parce que des fois, il y a des courses où il pleut. Vous, pas de risque, quoi. Ouais, alors on n'a pas d'intérêt, mais par contre, moi, dans ma prise en compte un peu plus globale de l'entraînement des coureurs qui sont aussi des routiers, comme je disais, j'ai tout intérêt, moi, à ce qu'ils soient bons sur la route, hein, parce que ça nous donne de la crédibilité aussi Oui. vis-à-vis des équipes. Donc oui, les coureurs affrontent aussi les conditions rudes à l'entraînement. Ça va moins être le cas de nos collègues sprinters, qui eux vont finalement très peu aller rouler dehors si les conditions météo sont très mauvaises. Eux, ils ont beaucoup moins d'intérêt que nous à le faire. Après, nous, voilà, ça reste quand même des routiers. La plupart des coureurs qu'on a dans notre collectif vont être en février, puis mars en Belgique sur des classiques. Donc voilà, il faut qu'ils soient quand même aguerris à des conditions météo pas toujours faciles. Hmm. Et maintenant, pour revenir un peu plus à ton coaching, donc là, tu as cette équipe de France, on peut dire presque, avec toi depuis 4 ans. Et comment tu fais pour progresser toutes ces années? C'est un dialogue avec les coureurs, le fait de commencer à créer des habitudes, parce que j'imagine quand tu es arrivé, bon, tu n'étais pas débutant évidemment, sinon on ne t'aurait pas mis à ce poste, mais il y a quand même la nouveauté de l'environnement. Et maintenant, avec les habitudes, ou est-ce qu'on n'en a pas trop parlé au début? On a parlé des diplômes que tu as passés, mais est-ce qu'il y a des petites formations que tu essaies de mettre en place, enfin, auxquelles tu essaies de participer certaines années? Alors non, malheureusement non, parce que on en a finalement assez peu le temps. Et alors le temps, on pourrait toujours le trouver, hein, mais c'est quand même assez difficile, surtout là ces dernières années, puisque puisque voilà, avec les Jeux Olympiques de Tokyo, les Jeux Olympiques là qui arrivent en 2024, on n'a pas forcément le temps de partir en formation. Par contre, comme je disais, on a la chance, nous, à la fédération, d'être entouré de tout un pool de scientifiques qui travaillent pour nous, et donc des échanges très réguliers avec ces personnes qui sont des spécialistes reconnus dans leur domaine. Forcément, ça fait évoluer. Donc voilà, je te parlais tout à l'heure du fait de profiler les coureurs pour connaître leur cadence optimale. Et ben ça concrètement, ça nourrit beaucoup l'évolution de l'entraînement, en tout cas la construction de l'entraînement. On sait qu'il faut mettre gros, donc comme il faut mettre gros, de quelle manière je vais travailler à l'entraînement en salle de muscu pour être capable de partir avec des gros développements, comment je vais travailler aussi sur le vélo pour être adapté à ces gros développements, à ces cadences de pédalage. Enfin, voilà, c'est tout un tas un tas de discussions qu'on peut avoir. Là, la semaine dernière, on était en stage sur notre centre national à Saint-Quentin en Yvelines. Il y a eu un temps conséquent passé avec moi d'une part et également les coureurs, donc passé avec le préparateur physique des sprinters, qui est un ancien haltérophile, entraîneur en haltérophilie, enfin préparateur physique aussi auprès de la Fédération française de rugby, donc un gros bagage qui est aussi
qui a aussi un doctorat donc dans son domaine. Et donc du coup, voilà, avec lui, il y a eu beaucoup d'échanges pour savoir comment il était pertinent déjà d'évaluer les coureurs et leurs qualités neuromusculaires et comment il était pertinent de faire évoluer leurs entraînements, si besoin de les faire évoluer, pour répondre aux exigences de notre discipline spécifique. Donc voilà, là je te parle d'un domaine, mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels on a comme ça des allers-retours, des discussions avec des personnes qui sont dans notre entourage fédéral, et notamment la cellule recherche et performance de la fédération. Ah oui, bah, tu parlais pour les stages en altitude là, de Laurent Schmitt. Bon, il a écrit un livre qui est tout à fait accessible pour l'ensemble des pratiquants sur l'entraînement en altitude. Donc oui, en fait, tu vas chercher l'outil là où il est. Ouais, voilà, on va picorer un petit peu. Alors Laurent, lui, il travaillait, je dis travaillait, bon, il travaille toujours, même s'il a pris sa retraite, mais Laurent travaillait pas directement pour la fédération, mais en tout cas, oui, je me suis aussi nourri de beaucoup de discussions avec lui, parce que voilà, comme je disais, on a eu la chance de passer 3 semaines dans notre préparation pour les JO de Tokyo, 3 semaines après Manon, où on a été très bien accueillis et très bien suivis de la part de Laurent. Et voilà, c'est clairement pour répondre plus, enfin simplement à ta question, je me nourris de discussions, de questionnements que je peux avoir avec des personnes spécialistes dans leur domaine. Puisque moi, concrètement, tout à fait modestement, j'ai pas les compétences de ces personnes qui sont ultra spécialisées dans des domaines de l'entraînement et de la performance sportive. Ah, mais de toute façon, on ne peut pas tout faire, hein, ça n'existe Exactement. pas. Voilà, Laurent qui Mais fait de l'altitude ne te parlera pas de nutrition, enfin pas autant qu'un spécialiste, quoi. il pourrait quand même, parce qu'il il connaît quand même beaucoup de choses, Oui, mais souvent les oui, gens oui, s'intéressent un peu. Ouais, ouais. voilà. Pour sortir un petit peu maintenant de l'entraînement et aller sur une fin d'interview un peu plus légère, etc., est-ce que tu aurais des livres à nous recommander, ou ça peut être des films ou documentaires, soit pour s'intéresser un peu à la piste ou à la préparation de certains champions, des trucs un peu marquants dans ton domaine? Alors concrètement, ouais, des livres, ça fait un moment que j'ai pas lu des livres sur l'entraînement. Donc voilà, dans mon parcours universitaire, j'ai lu les fameuses bibles de l'entraînement et de la physio, hein, telles que les Wilmore et Costil ou Catch McArdle. Enfin, j'ai lu voilà des bouquins très très théoriques sur la physio. Ça fait longtemps que je me suis pas plongé dans ce type de bouquin. Aujourd'hui, là en ce moment, je lis un bouquin sur la musculation. Donc voilà, la musculation selon De Gasquet. Donc parce que, alors ça on n'en a pas parlé, mais comme à mon avis, prérequis à toute performance physique, on doit avoir des sportifs en bonne santé. Et c'est malheureusement des fois des choses qu'on oublie, et il y a des bonnes pratiques à toujours garder à l'esprit, notamment en termes de musculation. On a beaucoup massacré, on a fait un peu de massacre, un peu de boucherie quand même, parfois en musculation, notamment quand on parle d'abdos et autres. Donc voilà, là je m'intéresse à cette approche de la musculation où on vient voilà, faire une musculation santé, j'ai envie de dire, en tout cas une musculation qui vise à préserver l'intégrité physique des sportifs. Donc voilà, c'est le bouquin que je lis actuellement. Et ça, clairement, ça vient alimenter, ça vient nourrir, moi, ma manière de préparer et d'animer les séances d'entraînement avec les coureurs. Après, voilà, d'autres bouquins, j'ai en mémoire un bouquin, je saurais même plus citer l'auteur, mais c'était un médecin vendéen qui s'occupait beaucoup à l'époque du Vendée U et puis de l'équipe de Bernaudot, qui était le cyclisme moderne, je crois. Donc, c'était un bouquin intéressant. Je ne sais pas si aujourd'hui, si je le relisais, il serait toujours d'actualité, mais en tout cas, moi, il m'avait beaucoup inspiré pour mes premières années en tant qu'entraîneur, et puis même quand j'étais encore coureur cycliste, puisque c'était un, un bouquin où on parlait beaucoup d'entraînement qualitatif et à haute intensité, ce qui n'était pas forcément toujours le cas à l'époque. Alors, je parle comme un vieux, mais voilà, ça fait quand même plusieurs décennies que j'ai lu ce bouquin-là. Donc voilà, ça fait partie des lectures que j'ai pu avoir, mais en toute honnêteté, non, je lis pas forcément beaucoup de livres qui ont attrait à l'entraînement.
Oh, bah, tu nous as déjà donné pas mal de sources. Qu'est-ce que tu as vu comme évolution sur le métier de coach les dernières années? Ben, tu vois, le tout dernier rebondissement que tu nous as donné, c'est ce capteur de glycémie qui vous a servi à établir des protocoles nutritionnels pour la journée de compétition. Est-ce que tu aurais d'autres trucs à nous témoigner sur la pratique du coaching là, depuis, je sais pas, les 10 dernières années, un truc comme ça? Ouais, alors la pratique du coaching et puis aussi, enfin même la performance sportive, en tout cas moi dans mon sport, Oui, oui, dans ton sport. donc on est sur un sport matériel, donc on voit énormément de choses évoluer. Enfin, C'est je joli, parlais un tout vélo de à l'heure piste. de, voilà, je parlais tout à l'heure d'aérodynamisme, les évolutions matérielles sont énormes. Là, aujourd'hui, on fait un métier qui a finalement pas grand-chose à voir avec ce que pouvaient faire nos prédécesseurs ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc les capteurs de puissance, nous aujourd'hui à la Fédé, on a développé notre propre capteur de puissance sur piste. Ah oui, Euh, j'ai oublié de te demander parce que c'est vrai que bon, on voyait le moyeu Power Tap, le pédalier SRM, patati patata, mais sur un vélo de piste, ça devait être difficile à embarquer. non, non, non. Alors il y a des SRM sur piste. Hmm. La grosse problématique qu'on rencontre, Si c'est vous les alors cassez, trop de non, force. non, 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 pas du tout. Non, non, même les meilleurs sprinters n'ont jamais cassé un SRM. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais la difficulté qu'on rencontrait, alors déjà les collègues du sprint qui ont besoin d'avoir beaucoup de données, donc une très haute fréquence de données, n'étaient pas satisfaits des outils classiques, hein, utilisés par les routiers. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de développer notre propre outil. Et puis on avait aussi une autre problématique qui était qu'en compétition, alors pour quelle raison, je ne sais pas. J'imagine parce qu'il y a beaucoup d'ondes dans un vélodrome, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de capteurs. Il y a aussi des transferts de vidéos qui se font depuis les analyses vidéo dans les tribunes jusqu'au centre-piste où il y a le retour vidéo qui se fait avec les coureurs. Enfin bref, on perdait énormément de nos données. Ça veut dire qu'on branchait le boîtier SRM à l'ordinateur pour avoir la courbe et puis on avait soit pas de données, soit beaucoup de loupés. Il nous manquait beaucoup trop de données. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de nations continuent à bosser avec des SRM en filaire pour pas perdre de données. Et nous, on a développé notre outil avec une carte SD insérée dans le pédalier et du coup les données qui vont directement dans la carte SD. Et on n'a plus de, voilà, il y a plus de transfert de données sans fil et donc plus de perte de données. Donc ça, voilà, pour répondre à ta question sur ce qu'on utilise nous comme capteur de puissance, c'est un capteur de puissance made in France, développé par la Fédération française. Ah, donc c'est surtout des avancées technologiques quoi, que tu as pu. Ouais, beaucoup d'avancées technologiques. Après, on a parlé du HRV, hein, donc ça c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas. Certains peut-être, hein, dans d'autres disciplines. Je pense que Laurent Schmitt, ça fait pas quelques années qu'il utilise le HRV. Donc il y a des disciplines telles que le ski nordique, je pense qu'il l'utilise depuis très longtemps. Nous, en tout cas moi, c'était pas mon cas. Après les autres évolutions, ben, j'en ai déjà parlé assez longuement, mais voilà, c'est les évolutions en termes de développement. Enfin, aujourd'hui, on a un modèle de performance qui est plus celui d'hier. Hier, une poursuite par équipe, les garçons tournaient les jambes entre 100 et 125 tours minutes, les filles tournaient les jambes entre 110, 115 tours minutes. Aujourd'hui, on peut enlever 10 à 15 RPM par coureur. Et donc ça, c'est une évolution très très forte de notre modèle de performance. Ah oui, c'est énorme, hein, plus de 120 tours minute. Ouais, mais c'était. Ouais, moi, j'ai appris mon métier comme ça. Pour la petite histoire, il m'est arrivé de me faire réprimander par un collègue quand j'étais CTR, par un collègue entraîneur national, parce que j'avais mis. Alors, dans un premier temps, il me félicite pour la performance réalisée par un coureur breton sur le championnat de France. Et dans un deuxième temps, je lui dis, bah ouais, écoute, parce que moi, à l'entraînement, finalement, avec lui, je me rendais compte que bah,
s'il tournait les jambes aussi vite que les copains, et voilà, s'il avait un geste qui était pas efficace, il y avait trop de mouvements parasites sur la selle, enfin où il sautillait sur la selle. Et du coup, je lui ai mis beaucoup plus gros et donc je lui balance le braquet. Alors, à l'époque, c'était 52-14, ce qui est un tout petit braquet aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, c'était gros. Et il me dit non, mais c'est n'importe quoi, un pistard doit tourner les jambes. Donc, et donc, clairement, c'était dans les idées reçues dans notre Hey, discipline qu'il fallait tourner vite les jambes. Et on donc, s'en fout, nous, on veut qu'il gagne. mais non, mais exactement. Et donc, s'ils savaient qu'aujourd'hui, on a des filles qui mettent des plateaux de 64 et des pignons de 14, ils, ils bondiraient, ouais, je pense. Parce qu'on en est là, les braquets aujourd'hui, c'est ça, c'est plus de 60 dents au plateau et on descend à 14 à l'arrière. Pour des filles, pour les garçons, c'est encore plus grand. Putain, ça va bientôt toucher le sol. Mais, en tout cas, on va peut-être, parce que là, on en rigole, mais on va peut-être, alors pas chez nous les endurants, mais chez les sprinteurs, on va peut-être atteindre une limite qui est de la vitesse maximale qu'on peut atteindre sur un vélodrome sans être éjecté finalement du vélodrome. Ah oui, c'est pas bête, j'avais pas pensé à ça. Ouais, parce que ça va vraiment très très vite et c'est pour ça qu'il y a des fois des chutes hyper spectaculaires avec des coureurs qui passent Ouais, par-dessus la balustrade ouais. parce que ça va de plus en plus vite. Et l'explication, c'est, enfin une des explications, c'est très clairement l'augmentation significative des développements qu'on utilise. Tu sais, d'ailleurs, il y a beaucoup de casses en piste. Autant en route, on voit le danger de la discipline avec les chutes. On passe un parapet, on chute de 10 mètres. En piste, des fois, on les voit tomber, mais on n'a pas l'impression qu'ils se font mal. Non, souvent ça glisse et puis voilà. Alors c'est le côté pas du tout agréable quand même de la discipline, c'est que Et tout râpé. et puis il y a des échardes. Ouais. Et voilà. Donc, et des fois, il y a des grosses échardes. Il y a certains coureurs, certains pistards qui conservent des échardes dans leur corps pendant quelques années. Ah oui, bah oui. Donc, mais alors, bien sûr, il y a de la casse, hein, on va pas dire le contraire. Hein, ça arrive malheureusement. Mais non, généralement, ça se passe quand même globalement bien. C'est spectaculaire parce que ça va vite, mais c'est rarement. Les conséquences sont rarement très graves. Mais Ouais, elles le sont bien sûr parfois. Hein, c'est plutôt des gens doués sur le vélo quand même, les pistards, un peu comme ceux qui font du cyclocross. Tu les mets dans un peloton de route, ils sont à l'aise. Oui, ils savent frotter. Ils savent frotter, mais pour le coup, voilà, des fois, ça frotte vraiment très fort et ça gamelle. Notamment, alors moi, ça concerne pas les coureurs que j'entraîne, mais le Keirin, hein, le Keirin qui a un sprint. Derrière le scooter, là. Voilà. Ils sont 6 à sprinter et quand le dernier s'écarte et qu'ils sont 6 lancés pleine balle au sprint, forcément ça joue des coudes, ça essaye de rentrer dans des trous de souris et là ouais, ça arrive que ça cartonne assez fort. Ils sont tout gros en Keirin, ils prennent de la place. Et puis ils roulent très vite. Des beaux bébés. Oui, le Keirin, on doit atteindre largement les 70 quand ça. Oui. Allez, c'est les petites questions marrantes de la fin. Si tu avais une grosse boulette à nous partager, Samuel, ta plus belle erreur, entre guillemets, en tant que coach, pas forcément peut-être un truc gravissime non plus. Disons un peu marrant, quoi. Ouais, un peu marrant. Ouais, j'en ai une ou deux ouais, en magasin. Alors, marrante sur le coup, c'est pas marrant. Oui. Aujourd'hui, on en rigole. Mais et alors, je prends le risque de passer pour un amateur, hein, mais tant pis. On est à Apeldoorn aux Pays-Bas en 2018, championnat du monde. Et puis, donc nous concrètement, on reçoit la veille pour le lendemain, on reçoit le programme de la journée. Et donc dans le programme, il y a des compétitions qui s'enchaînent toute la journée. Et avec mon binôme, on rédige le programme des coureurs avec l'heure d'arrivée au vélodrome, l'heure d'échauffement, en fonction de ce programme de compétition.
et on se plante sur une épreuve, donc c'est l'américaine, élite, femme, championnat du monde, donc compétition qui revêt quand même son importance, en tout cas dans la carrière des coureurs. Et on se plante en fait sur l'horaire parce qu'on y met l'horaire, on fait vite et puis on voit Madison et on va pas plus loin parce que donc il y a l'intitulé de la course et puis après derrière il va y avoir si c'est une phase qualificative, si c'est la finale ou si c'est la cérémonie protocolaire. Et nous on part de la cérémonie protocolaire Putain. comme des couillons. Et donc du coup on a des filles qui arrivent au Vélodrome très en retard. Mais on s'en rend compte que à la fin, en fait, c'est une des filles qui me dit parce il y a des compétitions qui s'enchaînent, donc on n'a pas que cette compétition-là, que ces Ouais. coureurs-là à gérer. Et puis il y a une des deux filles qui m'interpelle et qui me dit mais c'est normal, les étrangères elles sont déjà à bloc en train de s'échauffer, nous on n'est même pas encore changé. Et là je regarde le programme et là voilà ça a été compliqué. Donc elles ont dû se changer en vitesse grand V, s'échauffer. Je sais pas si on peut appeler ça s'échauffer d'ailleurs. Tout s'est fait à l'arrache, dans la hâte enfin à la hâte et du coup bah ça a été une grosse boulette quoi, une grosse Ah boulette. ouais, Elles ont très très participé à beau. la course. Ils ont participé, elles étaient quand même sur la ligne de départ à l'heure, hein, mais voilà, dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures. Est-ce Alors qu'ils ont livré après, une bonne performance? elles ont livré une performance moyenne, clairement, hein, c'est pas leur meilleure performance. Après, alors sans du tout leur faire offense, elles n'étaient pas favorites de la course. On jouait pas de médaille. C'était une discipline dans laquelle, à l'époque, on n'avait jamais été médaillé, même pas en Coupe du Monde. Enfin, donc, on jouait pas les tout premiers rôles, mais quand même, moi, concrètement, ça a été compliqué pour nous, les deux entraîneurs, parce que concrètement, bah, on a eu et on a toujours, hein, c'est pour ça, c'est pas drôle, c'est pas drôle sur le coup, et puis même aujourd'hui, voilà, c'est une boulette qui te fait vachement culpabiliser quand même, parce que vis-à-vis du coureur à qui tu demandes de livrer le maximum, bah c'est juste pas bien, c'est Et trop ouais, toi, t'as pas d'amateurisme. livré ton maximum. Ben ouais, concrètement, on s'est complètement loupé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, on a mûri quand même tout ça, parce que les coureurs ont accès au programme. Et alors, sans vouloir se défausser, mais concrètement, nous, on compète, on est toute la journée au vélodrome, des fois jusqu'à 23 heures le soir. On est la tête dans le guidon tout le temps parce qu'on Ah doit ouais, t'as plein s'occuper de tous d'infos. les coureurs. Eux, ils sont la veille de leur course, ils sont à l'hôtel toute la journée. Ils ont accès également aux infos. Donc maintenant, on leur demande de bien regarder, de voir si la fiche d'organisation que nous, on leur envoie, elle match avec le programme officiel de la compète. Donc, parce que vaut mieux qu'ils nous fassent pas confiance aveugle, puisque l'erreur est humaine quand même. Et donc, on leur demande d'être vigilants eux aussi de leur côté pour éviter ce type d'erreur. Ça a été pour nous une bonne leçon. Voilà, une bonne leçon. Et à l'inverse, si tu devrais avoir un souvenir le meilleur possible, la perf dont tu es le plus fier. Alors là, c'est compliqué parce qu'il y en a quand même pas mal dans différentes épreuves, à différents niveaux, à différents moments de mon parcours d'entraîneur, mais et puis j'ai pas envie non plus d'oublier des coureurs. Quand j'étais conseiller technique régional en Bretagne, bah, un de mes souvenirs les plus marquants, c'est quand la poursuite par équipe junior garçon est championne de France. Ça, c'était un super moment. Un autre super moment, c'est quand Olivier Le Gars qui est champion du monde. Même Ah si oui. moi, j'étais pas sur place, mais j'ai un souvenir très précis de ce jour-là où il y avait un pseudo direct, mais qui avait rien à voir avec les directs de direct vélo. Ouais. Il y avait un pseudo direct et puis la dernière info qui est livrée à 4 ou 5 km de l'arrivée, c'est qu'il est en tête, mais qu'il y a le peloton qui talonne à 10 secondes. Et après, il n'y a pas d'info pendant plus d'une demi-heure. Et puis quand l'info tombe, il est champion du monde. Donc l'attente a été insoutenable. Et par contre, bah, quand la nouvelle est tombée, ça a été voilà, beaucoup de joie. Après, s'il faut toujours, enfin, toujours en parlant de
de mon parcours en région Bretagne, il y a eu le triplé des juniors bretons au championnat de France en 2010 à Bresset. Donc chez l'ennemi normand, parce qu'il y a toujours cette rivalité Bretagne-Normandie, et donc voilà, ça c'était Ouais, avec le un Mont super moment. Saint-Michel, non? Il est à qui alors? Ouais, bon, voilà, il est au Normand, mais ça c'est pas grave, on a plein d'autres belles choses nous en Bretagne. Ah, il y a Mais Mur de Bretagne. ouais, On aussi, connaît ouais, tous ouais, maintenant ça. par exemple. Mais voilà, ça a été un super moment. Et voilà, des titres de champion du monde sur piste avec les jeunes du pôle, Donovan Grondin quand il est champion du monde d'Omnium, Marie Lenette, Victoire Berthaud quand elles sont championnes du monde. Donc là, je pars chez les juniors, championne du monde d'américaine. Les Jeux de Tokyo, ça a été un super moment. La poursuite par équipe des filles où on y arrivait avec pas aucune ambition de place parce que concrètement, il faut savoir rester à sa place, hein. On évoluait très très loin des meilleures équipes. On s'était qualifié in extremis pour les Jeux Olympiques. Et puis, bah voilà, là, on a des filles qui descendent leur record de 4,17 à 4,10, qui se rapprochent des meilleurs. Et ça a été un super moment parce que bah, c'était la concrétisation de tout un boulot fait avec que ce soit une équipe de coureurs, mais aussi une équipe staff. Et donc ça a été un super moment. Et puis, bah, je sais pas, du coup, je t'en cite plein, hein, je suis désolé, mais Ouais. Ah non, mais c'est et sympa, on se remémore un peu. le dernier en date, c'est, même s'il y a une petite pointe de déception, mais ça reste quand même une belle performance, c'est la place de vice-championne du monde de Clara Copponi et Marie Lenette à Roubaix en américaine. Donc, alors, il y a une pointe de déception parce que je pense qu'il y avait mieux à faire et elles avaient la place pour jouer le titre. Et ça, c'est tout nouveau pour nous parce que voilà, c'est un groupe qui est jeune, hein, je l'ai dit, hein, c'est un groupe que moi j'avais à Bourges et qui était d'abord un groupe pressenti pour les Jeux de 2024 et 2028. Donc ils sont arrivés à maturité un peu plus vite que prévu. Et donc voilà, de les voir à la bagarre pour un titre mondial avec la manière telle que ça a été le cas à Roubaix à l'automne dernier, c'était une belle satisfaction. Et puis bien Ah, et sûr, puis, voilà, les titres de Benjamin Thomas, les multiples titres, même si Benjamin c'est différent parce que moi je l'entraîne pas, mais c'est toujours des super moments qu'on a vécu en bord de piste, les titres de Benjamin et puis même de Morgan Kleski en américaine associée à Benjamin. Enfin, il y en a eu plein. ouais, le cyclisme sur piste féminin, c'est vrai que ça prend pas mal en France, parce qu'avant, on avait Pascal Yolande, puis c'était fini, quoi. Après, derrière, on restait un peu sur notre faim. Ouais, il y a eu quand même Laurie Berton qui a été, alors malheureusement Un petit pour peu elle, après, ouais. elle s'est présentée dans des mauvaises conditions à Rio parce qu'elle était affaiblie par un virus, hein, si je dis pas de bêtises. Mais elle était quand même vice-championne du monde, hein, cette même année à Londres. Donc c'est à Londres, c'est la dauphine de Laura Kenny, Laura Trott à l'époque. Mais, euh, mais du coup, voilà, elle a quand même réalisé une belle carrière aussi, Laurie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu plus de densité. On a un peu, enfin, et puis on joue dans un peu plus de discipline qu'avant. Hmm. Donc ça nous fait nourrir des ambitions, des espoirs pour Paris 2024. Et est-ce qu'il y aura une personne que, dans tes rêves les plus fous, tu aimerais coacher, un pistard, enfin, ou une, que tu aimerais avoir sous ton aile? Ça peut être n'importe qui. Franchement, je sais pas. Un grand Là, c'est champion, un c'est jeune en difficile. progression. Bah, on a parlé de lui à plusieurs reprises déjà, mais alors, ouais, coacher un coureur comme Benjamin Thomas, je pense que ce serait vraiment un truc, je pense, sympa parce que c'est un coureur qui a un tel potentiel et puis une telle, alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais une telle intelligence de course. Voilà, un mec qui est très très bon sur le plan tactique. Et voilà, ouais, je pense que ça pourrait être un truc, ça pourrait être un bon kiff, ouais, d'entraîner Mm. un coureur comme ça. Mais j'ai déjà la chance d'entraîner d'excellents coureurs, hein. On a parlé aussi de Donovan Grondin. Enfin, voilà, Donovan, il est quand même tout jeune médaillé aux Jeux Olympiques, champion du monde de scratch. Enfin,
Et puis tout le groupe de filles que j'entraîne. J'ai eu la chance aussi d'entraîner, même si je l'entraîne plus, mais j'ai eu la chance d'entraîner un Franck Bonamour, dont on Oui. a parlé tout à l'heure, donc des coureurs qui ont quand même des potentiels assez énormes. Donc voilà, donc Benjamin, oui, parce que voilà, il a peut-être un petit truc. En tout cas, sur la discipline en piste, il a un truc en plus. Ouais. Donc, Et tu n'aimerais pas mettre ton nez dans les coureurs anglais un peu? C'est vrai que souvent on dit qu'ils ont une préparation atypique. ouais, je sais pas. Ou Pas forcément. néo-zélandais, parce que c'est marrant, eux, ils restent uniquement sur la piste aussi, et ils vont pas trop sur la route. Ouais, ils ont des cultures un peu différentes des nôtres, mais non, j'ai pas forcément envie d'y mettre mon nez. En fait, l'évolution qu'on connaît, nous, aujourd'hui, et ça, on en est plutôt fiers, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on regardait ce que faisaient les Anglais, notamment, mais les Anglo-Saxons en général. On regardait ce qu'ils faisaient, on essayait de copier. Mais du coup, tu as un train de retard. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, on s'en détache pas. On a toujours des personnes qui ont pour mission d'avoir une veille sur d'avoir une veille sur la concurrence. Par contre, on n'est plus du tout dans du copier-coller. On n'essaye pas de faire de la pâle copie de ce que font les Anglais. On a nos propres stratégies, donc de développement de matériel, nos stratégies avant, voilà, ça parle peut-être pas à grand monde, mais avant, on regardait ce qu'ils faisaient comme plan de relais en poursuite par équipe pour essayer de faire la même chose. Donc, ça veut dire les durées des relais. Ah oui. Mais maintenant, on s'est complètement détaché de tout ça parce qu'on a notre propre expertise et on ne cherche pas à faire du copier-coller parce qu'on n'a pas les coureurs anglais. On a nos coureurs qui n'ont rien à envier aux Anglais. En tout cas, aujourd'hui, en poursuite par équipe chez les garçons, les Français n'ont rien à envier aux Anglais. Et donc, du coup, on part sur nos propres stratégies. Et puis on a, comme je le disais déjà, on a la chance d'être tellement bien accompagné avec des scientifiques de haut niveau que finalement on n'est plus dans du copier-coller, on trace notre route. Donc, et depuis qu'on le fait, eh ben, on est bien meilleur. Alors, sous ton aile, Samuel, tu as aussi bien des coureurs, enfin, des coureurs et des coureuses, en fait. Est-ce que tu observes une différence dans la manière, que ce soit de les manager ou même de les entraîner pour le cyclisme sur piste? Alors, dans la manière de les entraîner, non. Concrètement, les principes qui vont fonder la planification de l'entraînement vont rester exactement les mêmes. Après, j'observe pas de différence de genre. J'irais pas dire ouais, les gars sont plus à même de s'entraîner à haute intensité que les filles parce qu'en fait il y a des filles qui sont voilà qui vont accepter les plus grosses charges de travail que d'autres, qui vont avoir voilà des profils finalement identiques à des garçons. Enfin, il y a pas, je vois pas vraiment de différence de genre en tout cas. J'ai pas une approche différente entre des filles et des garçons. Par contre, dans la manière peut-être de m'exprimer à un groupe de filles, je vais m'exprimer différemment à un groupe de filles qu'à un groupe de garçons. Et juste peut-être pour expliquer là, j'ai un peu parlé de tous les choix stratégiques qu'on fait, les choix de développement, les choix de plans de relais, enfin voilà, tous les choix technico-tactiques qu'on peut faire sur piste. Je vais les expliquer un peu différemment avec les filles, puisque les filles ont clairement tendance à vouloir, elles veulent absolument tout bien comprendre de ce qu'on leur demande pour adhérer en fait à ce que. Alors, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais quand je vais dire à des filles, ben là finalement aujourd'hui on va bosser sur telle stratégie de plan de relais et puis et sur tel positionnement des filles dans la poursuite. Si j'explique pas le pourquoi, si j'ai pas si j'ai pas une justification claire, nette et précise, elles vont pas forcément y adhérer. Et du coup, l'entraînement sera pas de bonne qualité. Et du coup, je trouve que c'est même plutôt une force qu'elles ont. Mais voilà, elles demandent à bien comprendre les choses, bien adhérer au projet avant de s'y lancer. Et l'expérience que j'ai des groupes de garçons, alors qui étaient un peu plus jeunes aussi à Bourges, donc c'est peut-être pas non plus comparable parce que c'est peut-être aussi une question d'âge et de maturité. Mais j'avais des fois peut-être tendance à être un peu plus évasif
sur les explications, sur les pourquoi on faisait tel ou tel type de séance. Ouais, Et plus puis bête et que, méchant. ouais, et finalement, ils faisaient sans trop se poser de questions, que voilà, les filles sont plus demandeuses, il me semble. Alors, mais peut-être que ça n'a rien à voir avec filles ou garçons, c'est peut-être les filles que moi j'entraîne qui sont comme ça, mais j'ai l'impression qu'elles, enfin, en tout cas, elles sont plus demandeuses d'explications. Elles veulent savoir pourquoi tel ou tel type de stratégie et pourquoi pas une autre. Ouais, tandis que on retrouve le côté un peu bourrin de l'athlète masculin, Ouais, alors après, mais ça le dépend, stéréotype de la brute. ça dépend aussi des athlètes. Clairement, Oui, oui, on a des garçons caricature. qui sont hyper réfléchis. C'est voilà, là c'est on parle dans des généralités. Je sais pas si ça a lieu d'être d'ailleurs, parce que mais voilà. Enfin moi, ce que je constate, c'est qu'avec les filles, si je prends pas beaucoup de temps pour expliquer de manière très claire les choses, elles adhéreront pas. Hmm. Ouais, puis après, tu le disais, ça reste similaire. Par exemple, que ce soit garçon ou fille, les deux ont diminué leur cadence de pédalage. Donc, au final, voilà, on fait. Ah ouais, après, alors, ouais, concrètement, si on parle d'entraînement sur le plan physique. Bien sûr, les charges soulevées en muscu sont pas les mêmes. Bien sûr, les puissances développées sur le vélo sont pas les mêmes. Mais la construction de l'entraînement est globalement la même, avec aussi quand même une vigilance par rapport au cycle menstruel des filles, où voilà, certaines vont être plus ou moins impactées. Et il faudra pour certaines, à certaines périodes du cycle, voilà, être plus vigilant et puis réduire la charge d'entraînement pour que celle-ci soit mieux assimilée. Et pour performer le jour J. Si tu avais un conseil à te donner il y a, je sais pas moi, 5 ou 10 ans en arrière, un truc, là, tu t'es dit, putain, j'aurais fait ça à ce moment-là, j'aurais gagné du temps, ou, Ah bah j'aurais là, compris des clairement, choses. là, concrètement, c'est le profilage des coureurs, le profil sport vitesse. Hein. Enfin, j'en ai déjà beaucoup Le, parlé, mais le le, quoi? le profilage des coureurs, le profil force-vitesse des coureurs, je l'aurais mis en place beaucoup plus tôt et ça ferait longtemps qu'on serait en train de tourner avec des développements énormes sur la piste et qu'on roulerait vite. Ah On a oui. trop, ouais, bah ouais, moi aujourd'hui, quand je vois l'évolution des performances parce que on met des gros braquets, je me dis que merde, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, quoi, finalement. Hmm. Ben, alors, c'est quelle nation qui a initié ce. Il y en a bien un qui a commencé. Alors, franchement, je ne sais pas qui a initié, mais je pense que nous, on n'a pas été, on n'était pas à la bourre hein, là-dessus, mais ça s'est fait de manière très progressive. Et aujourd'hui, en revanche, je pense qu'on a une garde d'avance. D'accord. Ah ouais, ok. Je pense qu'aujourd'hui, on a les coureurs qui tournent moins vite les jambes. Mais alors, après, attention, hein, c'est pas pour ça que il faudrait que tout le monde mette gros comme nous, puisque c'est aussi tout à fait individualisé. Au jeu en poursuite par équipe chez les filles, il y a 4 filles au départ, il y a 3 braquets différents. Donc c'est Ah oui. aussi, ouais, l'idée c'est pas de se dire de manière bête et méchante, il faut mettre gros pour aller vite. Il faut évaluer le profil de chacun des coureurs pour pour le faire cadencer à la cadence qui est optimale pour lui. Ok, ouais. Parce que, par exemple, en VTT, aujourd'hui, tout le monde est en monoplateau. Et ça m'amuse beaucoup parce que le premier qui a utilisé le monoplateau, c'est un copain à moi. Et tout le monde l'avait traité d'imbécile à l'époque. Bon, alors, Voilà. certes, il avait choisi un monoplateau extrêmement audacieux en termes de denture, mais néanmoins, il aurait déposé un brevet, bah, aujourd'hui, il serait riche. Ouais, non, Je me souviens du bricolage dans son garage. Après, moi, j'avais essayé aussi, mais c'était plus pour rigoler qu'autre chose. Aujourd'hui, tout le monde a ça, quoi. C'est fou. ouais, non, mais t'es à Voilà, chaque fois, voilà. enfin, t'es toujours pris pour un fou quand tu innoves dans un premier temps. Et En, puis en après, contre-la-montre sur route, c'est pareil. Il y en a un qui sort un plateau de 54. Enfin, même aujourd'hui, maintenant, on a plus. Mais tout de de suite, c'est oh là 58, ouais. là, il tire trop gros. Et puis bon, après, on a Ouais, 56, quoi. ouais, non, mais de toute façon, on est, alors je sais pas si c'est lié au sport cycliste, mais on est empreint d'une culture avec beaucoup de croyances. Et beaucoup en vélo. Hein. Et ouais, et beaucoup de croyances qui ont la peau très dure. Et, Ouais. et donc, et notamment cette fameuse cadence de pédalage où nous, et moi le premier, je l'ai très souvent dit
a tort de dire attention, faut pas mettre trop gros parce que là, quand ça va être dur avec aussi gros le moment où quand on va planter l'allure, quand ça va planter, ça va vraiment nous arrêter le gros braquet. Alors que c'est pas du tout vrai. Il s'avère que finalement, avec des cadences moindres, on arrive à développer plus longtemps des meilleures puissances. Donc, et on était sur notre logique un peu à l'ancienne, à répéter ce qu'on nous avait appris. Mais voilà, c'est pour ça que les choses évoluent. Les plans de relais, il n'y a pas longtemps, c'était un coureur qui faisait un relais de 2 tours, c'était un dingue. Aujourd'hui, Ghana, il fait un relais de 4 tours en fin de poursuite. Et ça pose problème à personne. Et voilà, mais c'est très bien. L'Allemande Mieke Kroger, donc de l'équipe championne olympique et championne du monde, je crois pas dire de conneries en disant qu'elle fait un relais de 5 tours ou 5 tours et demi à la moitié de la poursuite. Donc c'est des choses qui étaient complètement inenvisageables il y a peu de temps, mais aujourd'hui ça devient, alors la norme non, un relais de 5 tours c'est pas la norme, mais en tout cas on est beaucoup plus ouvert à l'évolution. À partir du moment où c'est justifié, on est beaucoup plus ouvert qu'on l'était avant, et tant mieux que ces vieilles croyances finissent par tomber aux oubliettes. Ok, ouais, bon, Samuel, pour finir, est-ce que tu aurais un collègue coach que tu aimerais voir que tu aimerais entendre, pardon, sur le podcast? Alors, peut-être que ça peut être aussi dans une discipline autre que le cyclisme, hein, si jamais tu t'intéresses. Tu vois, par exemple, on parlait de la musculation. Si tu es un préparateur physique, ça peut être autre que le cyclisme. Ah ouais, mais concrètement, je pense que si tu veux faire évoluer le podcast avec un prep physique, j'aime pas trop ce terme-là parce que quand on fait du vélo, on fait aussi de la prépa physique. Hein. Quand on développe une PMA, on fait de la prépa physique, mais en tout cas, un collègue qui est plus en charge des développements neuromusculaires, développement des capacités neuromusculaires. Nous, on a en effet le prep physique à la Fédé qui s'appelle Alexandre Durgarian, qui est quelqu'un qui a des grosses compétences, un gros bagage, et qui, à mon avis, ça pourrait être intéressant en tout cas de l'entendre sur cette thématique de la musculation. D'accord. C'est noté. On verra quand est-ce qu'on arrive à la voir par la suite. Samuel, je vais te remercier. Hein. Tu nous disais jusqu'à midi, on y est. Hein. Il y a l'église de mon village qui a sonné, donc c'est parfait. Voilà. Merci à toi. On va clôturer merci à toi. ce podcast et puis on va suivre cette équipe de France pour voir un petit peu. Alors, c'est vrai que les gens, c'est surtout les JO, hein, mais moi, je ne manquerai pas de surveiller quelques résultats sur les grands championnats. Voilà, c'est souvent relayé par Direct Vélo. Tu as bien fait de le signaler en amont. Direct Vélo, et puis tu le disais, ça passe à la télé maintenant, donc faut aller regarder. Faut regarder et puis venir nous encourager au championnat du monde à la maison en octobre. Alors, c'est quelque chose que j'allais dire. Donc, moi, de ma localisation géographique, je ne suis pas très loin de Genève, à moins d'1 heure, on va dire. Donc, le jour où il y aura une belle compétition, je vais essayer de rester attentif pour aller en tant que spectateur parce que ça fait depuis 2012 que j'y suis pas retourné. Et il y avait les championnats d'Europe à Grenchen au mois d'octobre dernier. Où ça? À Granges. C'est où? En Suisse. C'est en Suisse? Ouais, c'est au nord de la Suisse, à Grenchen, là où il y a le siège de BMC, DT Suisse. C'est dans la Suisse allemande, non? C'est chez Eric, oui, c'est Suisse allemande. Ouais. Ok, ouais. Au-dessus de Neuchâtel, je connais pas. Neuchâtel-Berne, c'était ma limite. D'accord, et voilà, on va rester focus. Merci Samuel, passe une bonne journée. De rien, merci à toi. Au revoir. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.